Bonjour Enrique González. Bonjour. Vous êtes correspondant à Paris pour El Mundo, qui est donc un journal, le deuxième journal espagnol, et qui est un journal assez récent, puisqu'il a été créé en 1989, si ma fiche est bonne. Et vous êtes basé à Madrid. Ça aura peut-être de l'importance avec ce... le journal est basé à Madrid. Voilà. Mais vous êtes à Paris, je viens de le dire. On a parlé pendant déjà de nombreuses minutes du référendum au Kurdistan irakien. Et il y en a un autre qui arrive en Espagne et qui agite toute la presse, je suppose, le référendum en Catalogne. À quel point d'ailleurs la presse en parle de ce référendum? Le référendum est devenu le grand problème, le grand phénomène, le grand espoir, c'est tout. On en parle partout. Et la crispaction monte parce que la société catalane est parfaitement divisée, 50-50, et les risques sont assez hauts. Je vais vous montrer une photo, c'était celle de la Diada du 11 septembre dernier, on va pouvoir la découvrir ensemble. Voilà, ça montre aussi qu'il y a un vrai engouement populaire pour cette indépendance, mais alors à quel point vous estimez que la société espagnole est divisée entre catalans et castillans? Bon, de plus en plus. Chaque jour, la division se fait plus grave parce que du côté catalan, au moins du côté des indépendantistes catalans, on a très mal reçu l'arrivée de milliers de policiers provenant de l'Espagne. Et du côté espagnol, il y a un certain ras-le-bol, on a marre de toujours la Catalogne qui demande, la Catalogne qui n'est pas satisfaite. Alors oui, la division... Elle est de plus en plus grande, d'accord. Ouais. Et donc ça va probablement s'empirer encore après ce référendum. Est-ce que, d'après vous, il y a une chance que ce référendum ne se fasse pas finalement? Je crois qu'il n'y a pas de chance qu'il se fasse. Pas de chance qu'il se fasse? Non, il y aura de votations isolées, il y aura de protestations, mais la Guardia Civile a intervenu tout. La Catalogne est sous contrôle de la police. Maintenant, on ne peut pas organiser un référendum qu'on puisse appeler référendum dans de telles circonstances. Donc il n'y aura pas le cataclysme tant redouté par les fans de football de voir le Real Madrid, le FC Barça ne plus jouer dans la même ligue. Attendez, non, parce que ça continue. Bon, ça va alors. Dimanche, il ne se passe rien, j'espère que ce soit une journée sans violence, et bon, plutôt acceptable. Lundi, mardi, mercredi, on va continuer avec le même problème. Qu'est-ce qu'on fait? C'est difficile d'apporter une solution quand on parle de nation, patrie, des questions très émotives, pas nécessairement rationnelles. On va observer ça dans les prochains jours au Figaro et je suppose aussi à El Mundo. Vous avez entendu Emmanuel Macron à la Sorbonne il y a quelques jours, c'était mardi maintenant, et vous avez écrit, on va le voir ensemble, Emmanuel Macron qui veut des États-Unis d'Europe. C'était en tout cas le titre de votre article. Ouais. Et vous avez dit que sa vision européenne était, je vous cite, la plus ambitieuse depuis Helmut Kohl et Jacques Delors. Pourquoi est-ce que vous écrivez cela? C'est vrai, parce que j'ai travaillé à l'époque sur les négociations de Maastricht et sur la table le ministre européen de Finances, le Fonds monétaire européen, tout ça, ce sont des idées très anciennes qui ont été mises de côté et qui sont évidemment nécessaires pour gérer l'euro. Mais l'Europe est toujours dans cette situation dans laquelle les nations ne veulent pas céder toute la souveraineté, mais ils ont cédé la souveraineté monétaire. Alors, écoutez, où on n'est pas... Et vous avez l'impression donc qu'il y a un nouveau souffle, c'est pour ça que vous écrivez cela, que Macron incarne quelque chose, que Emmanuel Macron souhaite en tout cas l'incarner, oui, mais que c'est loin encore d'arriver. C'est clair. Il souhaite être le porte-parole de l'européisme en Europe. D'accord. Mais c'est très difficile de faire bouger les choses quand Angela Merkel sort affaiblie des élections, quand le Brexit est en pleine négociation, quand l'Espagne est occupée avec ses propres problèmes. Je ne vois pas que les circonstances favorisent une avancée vers une ultérieure intégration de l'Europe. Je reviens un instant, Enrique González, sur la Catalogne. On a une question d'un internaute pour vous qui vient d'arriver sur la homepage du Figaro.fr. Les indépendantistes catalans sont-ils pro-européens?
Absolument. Absolument. Ils veulent rester dans l'Europe. Absolument. Et l'une des clés de la campagne pour l'indépendance, la promise que la Catalogne resterait automatiquement dans l'Europe. Il n'y aurait pas de problème, ce qui n'est pas vrai. Parce que ça ne marche pas comme ça, mais oui, c'est un indépendantisme absolument pro-européen. Et je reviens maintenant à votre analyse d'Emmanuel Macron dans votre dernier article. Vous n'êtes pas tendre avec Emmanuel Macron puisque vous dites qu'il n'a aucune leçon à donner d'européisme quelconque, puisque la France a encore un déficit supérieur à 3%, qu'elle ne respecte pas encore forcément les règles européennes qu'elle s'est elle-même fixées. C'est vrai. Bon, les données sont là. Mais tout votre article est vrai, alors. Non, mais écoutez, peut-être l'année prochaine, on va arriver à une situation tolérable dans les limites établies après Maastricht, mais c'est le cas que l'axe Allemagne-France est complètement déséquilibré maintenant. Oui. C'est l'Allemagne d'un côté énorme, puissante, et la France. Mais ceci dit, l'Allemagne dit cela aussi. Commencez par assainir un petit peu votre économie et ensuite on verra pour la construction européenne. C'est un peu ce que vous dites aussi aujourd'hui. Oui, parce que et on voit que l'Allemagne marche vers une position plus, disons, égoïste dans l'Europe. Les Allemands sont fatigués de payer parce que ils épargnent. Le reste n'épargne pas, alors ils prêtent de l'argent toujours. Il y a une certaine fatigue allemande. Alors je trouve que Macron n'est pas forcément dans la meilleure situation pour faire bouger les projets européens. Eh bien, on sera très attentif à tout cela à El Mundo, au Figaro. Et merci beaucoup, Enrique González, d'avoir été notre invité à Interaction. Et nous, on se retrouve très vite sur le Figaro la semaine prochaine pour un nouveau numéro.